Christophe, bonsoir à tous. Alors, toujours dans la thématique de la gestion de mémoire, je fais suite à la première présentation qui a été faite par Antoine sur le Garbage Collector. Et moi, je vais plutôt vous parler de la structure des objets dans la mémoire et comment la JVM stocke les objets en mémoire. Juste pour les gens au fond, vous m'entendez bien? Vous voyez bien? Ok, top, nickel. Alors, avant de commencer la présentation, j'aimerais d'abord vous poser une question. J'ai une classe qui s'appelle Empty, qui ne contient aucun attribut. À votre avis, une instance de cette classe, avec la configuration par défaut de la JVM, va consommer 0 octet, 8 octets, 12 octets ou 16 octets. Pour ceux qui pensent que ça ne va rien consommer en mémoire, levez la main. Ceux qui pensent que ça va consommer 8 octets en mémoire. Oui. Pardon? Elle est écrite ou elle est instanciée? Non, instanciée. Un new empty. Ouais. Donc 8 octets, 12 octets. Okay. 16 octets. D'accord. Et bien justement, une classe vide, l'instance d'une classe vide va consommer 16 octets en mémoire. Et je pense que vous allez tous être d'accord avec moi, 16 octets pour une mémoire, enfin pour une classe qui ne contient aucune information business ni métier, c'est juste beaucoup. Donc, l'objectif de ce talk, c'est on va essayer de répondre à une question simple. Combien une instance d'une classe, là je l'ai appelée myClass, consomme réellement en mémoire? Quelles sont on va dire, les règles qui règnent quant à ça? Et donc, pour répondre à cette simple question, on va devoir faire le tour de 5 points. Donc, nous allons d'abord devoir expliquer la différence entre l'adressage mémoire entre les systèmes 32 bits et les systèmes 64 bits. Ensuite, nous allons parler des ordinary object pointers et des compressed ordinary object pointers. On va parler un peu de metaspace, des class pointers, et donc on va utiliser tout ça pour expliquer les layouts des objets en mémoire, pour finalement parler du projet Lilliput et de la compression des headers et voir concrètement qu'est-ce que cela peut nous apporter. À la fin de cette session, il va y avoir un quiz de 10 questions. Et en guise de récompense, 3 livres pour celles et ceux qui comptent passer la certification OCP 21. Alors pourquoi 21 pas 25? Tout simplement, Oracle n'ont pas encore sorti la certification 25. Donc voilà, 21. Donc j'espère que vous ne serez pas fatigués d'ici la fin de la session. Je me présente, donc je m'appelle Ashraf Hasbi, je suis développeur Java et practice lead de la practice Java au sein de Margot. Donc vous pouvez me retrouver sur LinkedIn et sur Medium. Donc il m'arrive de temps en temps d'écrire des articles généralement pas trop débiles sur le Java, la JVM et l'écosystème Java appliqué spécifiquement au secteur financier. Et d'ailleurs, vous allez retrouver un article que j'ai publié il y a 2 jours, justement sur ce talk, qui va reprendre tous les éléments que l'on va aborder ensemble. Et enfin, voilà, il y a, je pense, 2 semaines, j'ai lancé une librairie open source que j'ai appelée Code4j, qui est une librairie pour la finance quantitative en Java. Donc j'ai simplement mis les fondations des bons et des obligations, donc tout ce qui est pricing des obligations, conversion des rates, etc. Donc c'est une librairie qu'à fur et à mesure, donc je vais développer. Donc voilà, si ça vous intéresse et que vous souhaitez y contribuer, donc n'hésitez pas. Voilà, donc avant de commencer le talk, j'aimerais porter à votre information que tous les sujets qu'on va voir ce soir sont des détails d'implémentation et ne font pas partie de la spécification de la JVM. Donc les entités qu'on va discuter ce soir s'appliquent à l'implémentation hotspot de la JVM qui est livrée avec le JDK d'Amazon, donc Correcto, et la version 25.
Donc généralement, ça va bien s'appliquer à la JVM hotspot d'autres JDK, mais ça ne va pas tout à fait s'appliquer aux autres JVM, même hotspot d'autres versions, et encore moins aux autres implémentations de la JVM telles que l'OpenG9 ou Zinc. Commençons d'abord par les fondations. Alors, comment fonctionne la mémoire et comment fonctionnent les références? Nous avons deux types d'adressage. Nous avons les systèmes 32 bits et les systèmes 64 bits. La mémoire n'est autre qu'une séquence d'octets et chaque octet a une adresse. Sur les systèmes 32 bits, cette adresse est codée en 32 bits et sur les systèmes 64 bits, les adresses sont codées en 64 bits. Donc, avec l'adressage 32 bits, on a 2 à la puissance 32 combinaisons possibles, donc ce qui nous permet d'adresser jusqu'à 4 Go de mémoire. Sur les systèmes 64 bits, nous avons 2 à la puissance 64 combinaisons, donc adresses, ce qui nous permet d'adresser 16 hexabytes. Chacune ou chacun des types d'adressage a des avantages et des inconvénients. Alors l'avantage naturel de l'adressage 64 bits, c'est qu'il nous permet d'adresser beaucoup plus de mémoire que les 32 bits. Par contre, chaque adresse va consommer 2 fois plus de mémoire et dans des applications Java où les références sont un peu partout, cela peut avoir un impact considérable sur le footprint ou l'impact mémoire des applications. D'autant plus que pour le moment, je n'ai jamais vu une application qui a besoin de 16 hexabytes pour fonctionner. Donc la question qu'on peut naturellement se poser, c'est est-ce qu'il existe une solution pour mitiger les avantages des deux types d'adressage? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut garder un adressage 32 bits tout en adressant plus que 4 Go de mémoire? Alors la réponse est oui, si on arrête de penser ou si on arrête d'adresser byte octet par octet et si on adresse des groupes d'octets. C'est ce qu'on appelle l'alignement. Donc là, dans cet exemple, on va adresser des blocs de 8 octets et non pas des blocs, des octets individuels. Donc, ce qui va nous permettre d'adresser 2 à la puissance, on a 2 à la puissance 32 combinaisons possibles d'adresses. Et comme on va adresser bloc par bloc, donc on va multiplier par 8 octets, ce qui nous permet d'adresser jusqu'à 32 Go de mémoire. Donc, comme les adresses qui sont multiples de 8 finissent toujours par 3 zéros à la fin de l'adresse, donc on peut retirer ces 3 bits et les déduire à chaque fois qu'on veut accéder à la mémoire. C'est ce qu'on appelle le bit shift. Donc on garde notre adresse 32 codée en 32 octets, et donc à chaque fois qu'on va vouloir accéder à la mémoire, on va left shift de 3 bits pour accéder à la mémoire. Et ça représente la fondation de ce qui va venir après. Et ça représente la fondation également des techniques d'optimisation des compressions d'adresses dans la JVM Hotspot. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? 32 bits peut adresser 4 Go si on adresse octet par octet, mais si on adresse bloc de 8 octets par 8 octets, on peut adresser jusqu'à 32 Go. Et cela s'applique si par exemple au lieu d'adresser 8 octets par 8 octets, si on adresse 16 octets par 16 octets, et bien là on va pouvoir adresser 64 Go de mémoire avec des adresses 32 bits. Oui. Ben, rien n'empêche, justement, si on fait par exemple, au lieu d'adresser des blocs 8 octets par 8 octets, on peut adresser des blocs de 16 octets par 16 octets. Donc là, on va faire un bit shift de 4 bits. Et donc, au final, on va pouvoir adresser 2 à la puissance 32, et non pas fois 2 à la puissance 3, mais fois 2 à la puissance 4, donc qui représente 64. Oui, c'est configurable et on y reviendra juste après. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions?
Donc je vais prendre ça pour un non. Donc là, on peut d'ores et déjà parler des ordinary object pointers. Et ça, c'est ce qu'on appelle des OOPs. Et ça, ce n'est autre que des références en Java. Dans la terminologie de la hotspot, on parle plus d'ordinary object pointers que de références. Mais vous pouvez voir ça comme étant des références. Donc, lorsqu'on fait myClass mc égale new myClass, la JVM va allouer donc, cette instance dans la heap et va vous retourner donc, une référence ou un OOPS, ou un OOP plutôt, qui va vous permettre d'accéder à votre objet. Sur des systèmes 64 bits, donc ces références sont codées en 8 octets. Les compressed ordinary objects, ben, ils vont utiliser exactement la même technique d'alignement qu'on a introduit tout à l'heure. Donc c'est des références aussi, mais qui ne sont pas codées en 64 bits, mais en 32. Et vont utiliser donc 8 octets d'alignement. Et c'est une technique d'optimisation qui est activée par défaut dans la JVM. Pour résumer, un ordinary object pointer consomme 8 octets en mémoire. Un compressed ordinary object pointer, il est codé sous 4 octets, avec un alignement par défaut de la JVM de 8 octets, ce qui nous permet justement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qui nous permet d'adresser 32 Go de heap. Et il existe donc deux flags JVM, donc le use compressed oops qui permet d'activer ou désactiver la compression des références, et l'object alignment in bytes qui nous permet justement, et là ça revient à ta question Lionel, de définir la taille des blocs adressables par la JVM. Démo numéro 1. Alors, pour, on va dire, transformer la théorie en des valeurs vraiment mesurables, on va utiliser une librairie qui s'appelle JOL, donc Java Object Layout, qui va nous permettre de sortir ces informations. Donc là, j'ai une application Java qui tourne sur le JDK 25. Donc, j'ai juste retiré ça. Et donc là, si je mets... je vais garder ça. Donc, la méthode static current.details nous permet de récupérer les informations sur notre JVM. Et donc, si je lance mon application, je peux voir que donc, le mode, ma JVM tourne en mode 64 bits. Les compressed reference, donc ce qu'on appelle les compressed oops, sont activés et ils utilisent 3 bits de shift. Pourquoi? Parce qu'on utilise un alignement de 8 octets. Les compressed class pointer, on y reviendra juste après. Là, nous avons d'autres informations qui sont super intéressantes. C'est les tailles à la fois des types primitifs ainsi que des références dans cette JVM. Donc là, vous voyez que les références prennent 4 octets au lieu de 8. Donc là, ce qui vient justement appuyer le fait que les compressed références sont activées. Les booléens consomment 1 octet mémoire, les bytes 1, les chars 2, les shorts 2, les int et les floats 4 octets, les longues et les doubles 8. Les arrays element size, ça c'est en fait lorsque vous créez un tableau, là c'est la taille des éléments de ce tableau, donc là ça vient directement, enfin c'est exactement les mêmes comme les field size. Et l'array base offset, ça c'est l'offset du premier élément dans un tableau. Donc là on voit qu'un tableau de référence, la première référence va être stockée 16 octets après le début de l'array. Et ça, c'est parce que la JVM a besoin de stocker des métadonnées dans le header, on y reviendra juste après, avant de stocker les éléments de l'array. Donc là, si je désactive, donc là, vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser à fur et à mesure. Si je désactive les use compressed oops, donc là, si je désactive explicitement la compression des références, eh bien, on voit que la compression des références est maintenant désactivée et que maintenant les références, au lieu de consommer 8 octets en mémoire, ils en consomment 4 octets en mémoire, ils vont en consommer 8. Également,
comme l'alignement ici est par défaut de 8 octets, donc je ne peux adresser que 32 Go avec des compressed oops. Donc là, si je les réactive, et si si j'augmente la taille de ma... comment je faisais taille c'était quoi l'argument de la JVM pour... attends, ça c'est l'article que j'ai écrit. Et les compressed oops... non, c'est pas ça. Non, non, je sais, ouais, mais moi je cherche à augmenter la taille de la heap au-delà de 32 bits, de 32 XMX. Alors, XMX, si je mets 33 gigas, avec les références qui sont compressées, on peut également voir que les compressed oops sont également désactivés, soit explicitement, soit implicitement, dès lors que la heap surpasse l'espace adressable avec des références 32 bits avec l'alignement prédéfini. Donc là, je suis à 33 gigas. Si je dis, bon, cette fois, l'alignement, c'est compliqué de taper avec une seule main. Donc, alignement, object alignement in bytes. Si cette fois, j'augmente l'alignement à 16 octets, ces octets nous permet d'adresser jusqu'à 64 gigas de heap. Donc là, on peut voir, même avec une heap qui dépasse 32 gigas, je peux récupérer la compression des oops. Cette fois, la compression des oops est left shiftée de 4 octets. Pourquoi? Parce que j'utilise un alignement de 16 octets. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Oui. Alors, justement, la compression des oops, alors, elle va à la fois vous permettre de réduire l'empreinte mémoire de votre pointeur. Par contre, l'overhead que ça implique, c'est que ça va venir fragmenter un petit peu plus votre mémoire. Comme vous ne pouvez adresser que des octets de multiples de 8 ou de 16, dès lors que votre objet n'arrive pas à des multiples de 16, la JVM va rajouter du padding. Comme ça, le prochain objet va lui commencer à un multiple de 8. Donc, ça vous permet de réduire votre empreinte mémoire, mais ça la fragmente en même temps. Donc, vraiment, c'est ce que je dis toujours, hein, il n'y a pas de la meilleure solution dans l'absolu. C'est toujours la meilleure solution pour un contexte donné. Oui. Ma question portait justement sur la fragmentation. Ouais. Question subsidiaire maintenant, c'est ça poserait quel problème de fragmenter de la mémoire comme ça juste pour adresser plus large? Alors encore une fois, tout dépend du contexte. Alors la compression des oops, ça vous permet justement de réduire l'empreinte mémoire en réduisant par 2 votre empreinte mémoire lorsqu'il s'agit de références. Est-ce que pour vous, une mémoire fragmentée ne pose pas problème à votre contexte précis? C'est une solution qui peut être envisageable. Si la fragmentation de la mémoire vous pose problème, à ce moment-là, c'est pas fait pour vous. All good? Top. Donc, maintenant qu'on a parlé des références et de la compression des références, il est temps de parler de metaspace et de classe metadata. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre objet dans la heap n'est autre qu'une séquence d'octets. Et donc, pour que la JVM puisse interpréter cette séquence d'octets, elle a besoin de la définition de votre classe. Est-ce que ça correspond à un entier? Est-ce que ça correspond à un long, etc. Et donc, cette information, la définition de la classe, n'est pas stockée dans l'objet lui-même. Parce que sinon, l'impact mémoire que cela va avoir est juste énorme. Donc, la définition de la classe est stockée une fois dans le metaspace. Et les objets vont avoir, non pas la définition de la classe, mais un pointeur vers cette définition de classe. Donc voilà, tout objet ne stocke pas la définition de sa classe, mais il stocke un pointeur vers cette définition. Concrètement, ça ressemble à ça. Votre heap, vous avez 2 instances d'entiers.
vous avez une instance de myClass, une instance de long, et ben, les deux entiers vont pointer vers la même structure, c'est ce qu'on appelle la classe, c'est la définition de la classe, donc integer class. MyClass va, elle, pointer vers la définition de la classe MyClass, et puis le long va pointer vers la définition de la classe long. Point très important, le metaspace a été introduit en Java 8 et a remplacé le permanent generation pour deux raisons. Le permgen est de taille fixe, c'est-à-dire qu'il doit être défini dès lors que votre JVM démarre et ne peut pas grandir dynamiquement, ce qui n'est pas le cas pour le metaspace. Et deuxième point, c'est que le permgen ne se libérait pas. Ce qui n'est pas le cas pour le metaspace. Donc, pour des cas bien spécifiques, si le class loader ne pointe vers aucune définition de classe qui n'est pas pointée par aucun objet de la heap, eh ben, ils peuvent être retirés du metaspace. Et donc, voilà, là, on récupère cet aspect, on va dire, élastique du metaspace. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc, les compressed class pointers. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les pointeurs des objets vers leur classe de définition sont codés sur 8 octets. Et la compression, enfin les compressed class pointers, eux, sont encodés en 4 octets. Et ça utilise exactement la même technique que ce qu'on a vu tout à l'heure. À la seule différence, c'est qu'il n'y a pas d'alignement. Donc, les compressed class pointers ne peuvent adresser que 4 gigas de mémoire dans le metaspace. Et cet espace, c'est ce qu'on appelle le compressed class space, qui va de 1 giga jusqu'à 4 gigas, et ce qui nous permet donc de stocker entre 1,4 million jusqu'à 5,6 millions de définitions de classes, si on part du principe que les définitions de classe tournent entre 512 octets et 1024 octets, donc si on prend la moyenne à 768, donc ça nous permet quand même d'aller jusqu'à 5,6 millions, ce qui est juste énorme. Aujourd'hui, les applications d'entreprise chargent une dizaine, jamais au-delà de 100 000 classes, mais pour les gros monolithes. Voilà, donc cela va donc changer la structure de notre metaspace. Avant, rappelez-vous, les classes pouvaient se mettre n'importe où dans le metaspace. Avec la compression des class pointers, ces définitions de classes doivent obligatoirement se retrouver dans les compressed class space qui ne peut pas dépasser 4 gigas. Récap. Chaque objet contient un pointeur vers la définition de sa classe. Ces pointeurs sont codés sur 8 octets. Et si on active la compression des class pointers, ces références sont réduites à 4. Cela va introduire justement ce qu'on appelle le compressed class space, qu'on peut tuner justement avec les deux flags, compressed class space, donc pour définir la taille du compressed class space size. Là encore, on ne peut pas donc dépasser 4 gigas. Et on peut explicitement désactiver la compression des class pointers. Cette feature a été deprecated dans la version 25 du JDK et ça va être retiré définitivement dans les prochaines releases. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, il n'y a pas de raison pour avoir des pointeurs sur 8 octets, puisque de toute façon on n'arriverait jamais à adresser plus de 5.6, enfin en tout cas pour le moment. Voilà, donc démo 2. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu? Oui, alors j'avais prévu. Ok. Donc là, donc rappelez-vous, donc la compression des class pointers, donc elle est activée par défaut. Donc là, si je rajoute un petit while true, ça faut jamais faire ça en prod. Et juste voilà. Si je démarre donc mon application. Donc là, on peut retrouver donc, la même information, c'est-à-dire voilà, les class pointers sont activés, donc 0 bit shift parce qu'on ne dépasse pas 4 gigas, et le compressed class space commence à un offset qui est défini ici dans le metaspace. Si clear, je pense. Ouais. Donc si je fais un GPS. Donc, mon application ParisJug tourne sur le PID 2924. Donc, si je fais un GCMD de 2924 et que je demande l'affichage des informations sur le metaspace,
Donc là, on peut retrouver ce qu'on s'était dit tout à l'heure. Donc la compression des class pointers introduit le class space, donc qui par défaut est à 1 giga. Donc on peut aller jusqu'à 4 gigas. Alors déjà, si je désactive... De quoi? Est-ce que tu étais devant? Non, ça ira. Je pense, merci beaucoup. Donc là, si je désactive les compressed, c'est ça, compressed class pointer. Donc si je les active explicitement, donc on va pouvoir l'observer directement. Donc là, la compression des class pointers est désactivée. Si je refais la même manip, donc là, cette fois, il tourne sur le PID 37060. Donc là, on peut voir qu'il n'y a plus de notion de compression de compress class space, et donc là, le metaspace est voilà, open bar. J'avais prévu de vous montrer modifier le size du class space, mais vous pouvez me croire sur parole, on ne peut pas dépasser 4 Go de compress class space. Je crains d'être à court de temps, donc on va passer au prochain slide. Donc, est-ce que jusque-là, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Sur l'intérêt de la compression, Oui. c'est pour libérer de la place pour d'autres. L'intérêt de la compression, c'est de libérer de la place pour d'autres objets de la JVM ou en dehors de la JVM? C'est quoi l'objet? La compression des class pointers? Oui. Oui. Ben, on va le voir juste après, parce que cette information est stockée dans tous les objets qu'on instancie dans la JVM, et réduire la taille de ces pointeurs va avoir un impact global sur l'impact mémoire sur toute la heap. C'est exactement comme les références, comme les hoops. Est-ce que vous avez d'autres questions? Top. Donc, récap, donc on a parlé des hoops, des références, on a parlé de la compression de ces références, on a parlé des class pointers, on a parlé de la compression des class pointers. Donc là, nous avons toutes les informations en main pour qu'on puisse aborder le layout des objets dans la heap. Alors, un objet, lorsqu'on instancie un objet dans la JVM va créer cet objet avec cette structure. Donc chaque objet dans la heap a un header, a les données d'instance, donc les attributs. Et rappelez-vous, tout à l'heure on avait parlé de fragmentation, et bien la JVM a besoin de rajouter des fois des octets en guise de padding pour voilà, justement respecter l'alignement. Pour les array objects, c'est un tout petit peu plus différent parce que ces objets doivent également persister l'information sur la taille de l'array. Et cette information est codée en 4 octets, c'est pour ça que vos tableaux ne peuvent jamais dépasser de la puissance 32. Donc, si on revient donc sur le object header, donc on va revenir en détail sur chacun de ces éléments. Donc le mark word, c'est on va dire c'est une entité qui va contenir des métadonnées sur votre objet. Le class word, c'est exactement le class pointer dont on a parlé. Donc là j'ai mis c'est entre 4 et 8. Donc la compression justement du class word va avoir justement un impact sur l'utilisation de mémoire. Et puis on reviendra sur les instances data et le padding. Le mark word, ou la structure du mark word est la suivante. Les 25 premiers bits, oui. Pardon, j'ai vu le class word entre 4 et 8. Ouais. Ça veut dire qu'au moment où on lit une en-tête, on ne sait pas encore si c'est 4 ou si c'est 8, c'est ça? Alors justement, la compression des class pointers est activée par défaut dans la JVM. Donc par défaut, ça va prendre 4 octets. Donc si on désactive explicitement cette compression, chose qui est déprecatée dans Java 25, à partir du Java 25, et bien là, les pointeurs vers les définitions de classe ou les classes structures vont prendre 8 octets. Par défaut, c'est 4. Donc, si on revient sur la structure du mark word, les 25 premiers bits ne sont pas utilisés. Les 31 bits d'après vont contenir l'information sur le hashcode ou sur l'identity hashcode. C'est la valeur qui est retournée par system.identity hashcode et c'est codé en 31 bits.
Le bit d'après était réservé au garbage collector CMS qui a été retiré, je pense, en Java 14. Donc c'est un bit qui était utilisé par ce garbage collector. Rappelez-vous de la session d'avant, donc chaque objet doit contenir le nombre de fois où il a survécu au minor garbage collector. Et bien justement, cette information est codée sur 4 bits. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas sur les... je pense que ça s'appelle tunerd. Enfin, en tout cas, c'est l'âge ou le nombre de fois où l'objet a survécu au garbage collector ne peut pas dépasser 16. Simplement parce qu'il est codé sur 4 octets. Par défaut, je pense que c'est à 15, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Ensuite, on avait un autre bit qui était utilisé pour ce qu'on appelle le bias locking. Donc, je ne sais pas ce que c'était, mais en tout cas, ça a été retiré en Java 15. Et enfin, 2 octets qui contiennent l'information sur l'état de votre objet quand ce dernier est utilisé comme monitor. Rappelez-vous, pour synchroniser son code, on peut utiliser le mot-clé synchronized avec un objet à l'intérieur. Et bien justement, ces deux bits vont justement donner l'état de ce monitor. Est-ce qu'il est locked, unlocked, inflated? Et je pense que le quatrième, c'est forward, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on a quand même 27 bits qui ne sont pas utilisés dans le Mark Word. Et c'est une chose de laquelle le projet Lilliput va tirer profit pour compresser justement la taille de header, chose qu'on va voir juste après. Donc les classwords, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc les class pointers sont codés en 8 octets, les compressed class pointers sont en 4 octets, et de toute façon, ça va être deprecated, ça va être retiré dans les prochaines versions du JDK. Donc gardons en tête qu'un classword, c'est 4 octets. Pour les instances data, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les longues et les doubles 8 octets, int float 4 octets, char short 2 octets, boolean byte 1 octet, et les références soit 4 soit 8 si 4 si la compression est activée, 8 sinon. Je les ai mis dans cet ordre parce que la JVM, ça c'est une question aussi qu'on se pose souvent, est-ce que l'ordre de mes instances ou l'ordre de mes attributs a un impact sur la représentation en mémoire de l'objet? La réponse est non. Pourquoi? Parce que la JVM va réordonner vos attributs au moment de la création de l'objet. Donc elle va d'abord essayer de positionner des longues, puis des int, puis des chars, puis des booléens, puis des références. Démo numéro 3. Alors, j'avais prévu quoi? Oui, alors, je vais juste vous montrer un truc. Est-ce que jusque-là, est-ce que vous avez des questions? Mark Word, Class Word, instance data et le padding? Top. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va reprendre notre objet de tout à l'heure, la classe empty, et je l'avais fait. Ouais, on va prendre ça parce que j'ai pas les deux mains pour écrire tout ça, donc c'est plus facile pour moi. Le CTRL-C, CTRL-V. Donc, là, toujours en utilisant la librairie Jol. Donc là, on peut soit demander à Jol de parser la classe, ou on peut utiliser également parse instance. Donc, parse class prend la classe, parse instance prend une instance, mais le résultat est toujours le même. Donc là, si j'exécute mon code, vous allez voir que mon objet, il prend effectivement 16 octets en mémoire, donc je ne vous ai pas menti. Le Mark Word consomme 8 octets en mémoire, puis ensuite le Class Word prend lui aussi 8 octets parce que je pense qu'on a désactivé la compression des pointeurs. Donc là, je réexécute mon code. Donc là, voilà, avec la compression des classes, donc on passe à 4 octets, donc ce qui nous fait un total de 12 octets. 12 octets, ce n'est pas aligné avec 8 octets. Et donc, le prochain multiple de 8 supérieur à 12, c'est 16. Donc, c'est pour ça que la JVM va rajouter 4 octets, ce qu'on appelle l'alignment gap. Et donc, au total, votre instance fait 16 octets avec 4 octets de padding. Les internal bytes, c'est parce que la JVM peut également rajouter du padding à l'intérieur de vos variables d'instance si ces derniers ne respectent pas les offsets dans lesquels ils doivent être persistés. Donc,
ça, alors je vais vous montrer directement sur l'article, comme ça nous fera gagner un petit peu plus de temps. Donc la classe user, si on fait exactement la même opération, donc on va voir un mark word qui est codé sur 8 octets, un class word qui est lui encodé sur 4, donc ce qui nous fait un total de 12. Et là, comme j'ai un int age, long id et un booléen active, et donc ça va être 4 octets pour les int, 8 octets pour le long, 1 octet pour le booléen, ce qui nous ramène à 25 octets, ce qui ne respecte pas l'alignement. Donc la JVM va rajouter 7 parce que le prochain multiple de 8 supérieur à 25, c'est 32. Donc ce qui nous fait un total de 7 bytes de padding. Ensuite, oui, donc là, ça c'est un exemple pour vous montrer que là, j'ai quand même mis cette instance reordering avant enabled, mais la représentation dans la heap, la JVM va mettre enabled d'abord, puis ensuite la référence. Donc là, ça revient à la liste que je vous ai montrée donc tout à l'heure. Donc là, si on désactive à la fois la compression des hoops et si on désactive également la compression des class pointers, donc là, on passe à des class words qui sont codés sur 8 octets et des références, là par exemple reordering, qui est encodé sur 8 octets et non pas 4 comme tout à l'heure. Donc voilà, ce qui nous fait un total de 32 bytes. Et là, rappelez-vous, hein, le padding interne dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est 7. Pourquoi? Parce que entre enabled et reordering, on a 7 octets de gap. Voilà. Et enfin, pour les arrays, donc là, on va utiliser la méthode parse instance. On va lui donner un tableau d'entiers de 5 éléments. Donc là, pareil, le mark word est codé sur 8 octets, le class word de 4, l'array length, donc la taille de l'objet la taille du tableau qui est codé sur 4 octets et qui est égal à 5. Pourquoi? Parce qu'on a fourni 5. Et comme j'ai 5 éléments, et j'ai 5 entiers. Les entiers sont codés sur 4 octets, donc 5 fois 4, ça fait 20. Donc on passe de 16 plus 20, 36. Ça ne respecte pas l'alignement, donc la JVM va rajouter 4 octets de padding pour arriver à 16 octets. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur l'un des exemples qu'on vient de voir? All good? Top. Donc, maintenant qu'on a parlé de tout ça, il est temps de parler du projet Lilliput et de la compression des headers. Alors, l'objectif du projet Lilliput, c'est de réduire la taille du header de 12, 16, 12 si la compression des pointeurs est activée, 16 si ça ne l'est pas, à uniquement 8 octets. Et comment cela se traduit? C'est que sans la compression des object headers, mon objet ressemble à ça. Donc j'ai 8 octets pour le mark word et 8 octets pour le class word. Après la compression des headers, on va essayer de merger tout ça dans un seul mark word qui va consommer 8 octets en mémoire. Ça, c'est l'objectif du projet Lilliput et de la compression des headers. Donc sinon, pour les données d'instance et le padding, pas d'impact. Alors, comment on va faire? Ça, c'est la structure du mark word. Donc, rappelez-vous, nous avons 27 bits qui ne sont pas utilisés. Et j'ai quand même un class word qui est codé sur 4 octets, donc 32. Donc, il m'en manque 5 octets pour que je puisse mettre mon class word à l'intérieur de mon mark word. Donc, comment on va faire ça? Et bien, tout simplement en utilisant l'alignement et le bit shifting. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un class word codé sur 4 octets, eh ben, on va avoir un class word qui va être codé sur 22. J'ai dit quoi? Sur 4 octets. Donc, je vais avoir un class word qui va être codé sur 22 bits. Et donc, je vais utiliser un alignement de 2 à la puissance 10, ce qui va nous faire 2 à la puissance 22 fois 2 à la puissance 10 égale 2 à la puissance 32, ce qui va nous permettre d'adresser tout le compressed class space. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, on avait un class space qui était capé à 4 gigas.
on pouvait adresser chaque octet individuellement avec un class pointer codé sur 4 octets. Maintenant, comme j'ai réduit la taille de mon pointeur de classe, eh ben, je vais devoir aligner les objets sur 2 à la puissance 10, donc sur 1024 octets. Donc, ce qui va évidemment fragmenter un peu le compress class space, mais pour l'impact ou la réduction de l'impact mémoire que ça engendre, ça vaut largement le coup. Donc, la nouvelle structure de mon mark word, donc là j'ai mon class pointer ou dans mon class word qui est à l'intérieur. J'ai mon identity hashcode qui est toujours codé sur 31 bits. Là, j'ai 4 octets qui vont être réservés au projet Valhalla et aux object value. Ensuite, j'ai mon hash du garbage collector qui lui est codé toujours sur 4 octets. Sur 4 bits, pardon. Un bit, c'était pour le self-forward. Et ça, c'est une information qui va être utilisée par les garbage collectors. Et enfin, mes 2 bits de lock. Donc voilà, j'ai réussi donc à mettre mon class pointer dans mon Word. Donc j'ai justement réussi donc à avoir cette structure d'objet. Démo 4. Alors, j'avais prévu quoi? Démo 4, voilà, Medium. Donc, on va venir ici. Donc, on va reprendre exactement les mêmes exemples qu'on avait fait tout à l'heure, avec et sans compression des headers. Voilà, la classe empty, sans la compression des headers. Donc, j'ai 16 octets. Donc, 8 pour le mark, 4 pour le class et 4 pour le padding, avec la compression des headers. Donc, j'ai qu'un seul word, c'est le mark word, codé sur 8 octets. Et comme 8 octets est multiple de 8, eh ben, je n'ai pas besoin de rajouter de padding, ce qui nous fait 8 octets d'économiser, ce qui représente quand même 50% sur les objets vides. Ça, c'est on va dire le meilleur des cas, donc c'est gagné 50%. Donc, sur les objets avec des types primitifs, là, sans la compression des headers, je suis à 32 octets. Donc, j'ai toujours voilà, mon mark et mon class. Et avec la compression des headers, j'ai uniquement le mark. Donc, ce qui fait passer l'empreinte mémoire de cet objet de 32 octets à 24 octets. Je vous ai parlé calcul, mais vous pouvez les vérifier par vous-même. Donc, ce qui représente quand même 25% de mémoire économisée. Pour notre objet reordering, là pareil, on passe de 24 octets à 16 octets. Voilà, ce qui représente quand même 33%. Et enfin, sur les tableaux, sur notre exemple de tableau, donc on est passé de 40 octets à 32 octets, donc ce qui nous fait quand même une économie de 20% de mémoire. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? All good? Top. Donc, il y a eu des résultats qui ont été publiés à la fois par Amazon, par l'OpenJDK, par Alibaba. Donc, l'OpenJDK, sur la description de la JEP 450, les early adopters de cette technique, à l'époque c'était en Java 21, ont remarqué une réduction de l'empreinte mémoire de 10 jusqu'à 20%. Ce qui est juste énorme, hein, parce que sur des architectures microservices où vous avez n microservices fois n environnement, si vous arrivez à économiser 20% par microservice, eh ben, vous allez drastiquement réduire votre facture de votre cloud provider. Alibaba ont remarqué donc jusqu'à 10% de réduction de mémoire avec entre 6 et 9% de débit. Et ça s'explique, hein, c'est naturel. Pourquoi? Parce que si vous avez des objets qui consomment moins de mémoire, donc vous avez moins tendance à déclencher le garbage collector, vous avez plus tendance à pouvoir mettre vos objets dans les caches du CPU. Donc c'est une conséquence qui est tout à fait naturelle à cet égard. Amazon ont remarqué 22% d'économie sur leur heap et de 8 jusqu'à 11% de débit. Donc c'est quand même une optimisation qui vaut vraiment le coup parce que vous n'avez pas à modifier votre code Java. Vous avez simplement besoin de migrer vers la version 25 du JDK et activer la compression des headers. Alors pour le moment,
l'équipe OpenJDK, enfin l'équipe derrière l'OpenJDK attend toujours des feedbacks par rapport à cette optimisation et dans un futur proche, cette feature va devenir activée ou va être activée par défaut, tout comme la compression des class pointers et la compression des références. Ça Tout l'est ce- déjà au 27. En 27? Oui. Ok. Ça va sortir quoi, dans un an? Septembre. 7 ans? Ok. Donc voilà. Tout ce qu'on vient de voir dans cette session a été rédigé par mes soins sur un article et à ce jour c'est l'article qui m'a pris le plus de temps à rédiger, donc vous pouvez revenir sur tout ce qu'on vient de voir ensemble, à tête reposée refaire les exemples. Donc vous pouvez trouver l'article sur mon Medium et là je vous laisse prendre. Oui, oui. Sur la Corredo, sur le JVM Corredo, Oui. c'est activé depuis quelle version? Alors, je reprends la question. Alors, c'est à partir de quelle version du JDK Corretto cette optimisation a été rapatriée? Elle était introduite en JDK 21, dans l'OpenJDK 21. Et comme le Corretto n'est autre qu'une distribution de l'OpenJDK, eh ben en fait, c'est en corrélation directe avec l'implémentation hotspot de la JVM. Et donc, tous les JDK qui ship la hotspot, on l'a activé à partir de 21 en tant que feature expérimentale. Donc, il faut un autre flag. Il faut quand même l'activer, elle n'est pas activée par défaut. Non, elle n'est pas activée. Donc, sur la version 21, ouais. En 27, elle est par défaut. Ok. En 25, c'est juste un flag. En 21, c'est un flag et tu dis c'est expérimental. Mais je vous conseille de ne pas utiliser la 21, il y avait un bug. Ouais, mais du coup, c'est juste sur la Corredo ou c'est sur Non, sur toutes. Non, surtout, c'est l'OpenJDK, sur Adoption. Enfin, Voilà. En fait, l'ingénieur principal qui a travaillé dessus, c'est un ingénieur de Amazon. mais tu peux la retrouver sur l'OpenJDK, par exemple. Non, mais c'est juste qu'il y avait une ambiguïté qui Mhm. n'était pas claire. C'est clair? Top. Vous pouvez également retrouver d'autres articles rédigés sur le blog de Margot, qui vont être des articles un petit peu transverses, à la fois sur l'IA, sur la finance des marchés, sur le Java. Donc généralement, les articles que vous pouvez retrouver sur mon Medium, vous pouvez les retrouver également sur le blog Margot. Je pense avoir fini. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Alors, juste avant de passer au quiz, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaiteriez qu'on revienne sur l'un des sujets qu'on a abordés ensemble? All good? Oui. Pardon? Lequel? Sur Medium ou Margot? Margot. Ok, bon. Si ça marche pour elle. Oui. Tout ce qui est alignement, là, les gaps, cette mémoire-là, elle est perdue. Cette mémoire-là, comme elle ne peut même pas être adressée, elle est perdue. Oui. Oui. Je m'inquiète pas, c'est censé fonctionner, mais est-ce qu'il y a quelques cas connus où la compression des headers peut poser problème? Alors, la seule chose où pour moi, où ça peut poser problème, c'est sur le nombre de classes qu'on peut adresser. Aujourd'hui, avec la compression et des headers, et avec la compression encore davantage des classes pointeurs qui sont passées de 32 bits à 22 bits, on peut toujours adresser jusqu'à 4 millions de classes au lieu de 5.6 sans la compression des headers. Donc en termes d'ordre de magnitude, on est sur le même ordre de grandeur. Donc le jour où nos applications vont devoir charger plus de 4 millions de classes, ce qui n'est pas prêt d'arriver aujourd'hui, à ce moment-là, ça pourrait devenir une question. Oui. Ouais. Chaque classe, elle fait 1K. Hein. Donc c'est quand même 1K fois 4 millions pour que déjà ça tienne en mémoire. Avant de démarrer, quoi que ce soit. Ça va. Ouais. Oui. Alors, c'est pas la seule truc
tous les synchronize ont été réimplémentés. Ouais. Et donc, normalement, la nouvelle réimplémentation est censée être plus efficace. Par contre, il y a une différence entre les gens qui ont testé et les gens qui vont tester parce que ça va être mis par défaut. Bah, tu le savais pas. Est-ce que quelqu'un a râlé pour l'instant sur le fait que les synchronize étaient trop lents ou avaient des bugs? Non. Jusqu'à présent. Mais l'algo pour les synchronize a été changé. Je t'en prie. Donc du coup, première remarque, c'est que ça tombe plutôt à pic parce qu'avec les problèmes de mémoire en ce Parle un moment... peu plus fort, s'il te plaît. Oui, je disais qu'avec les problèmes de mémoire en ce moment, ça tombe à pic Ouais. d'avoir cette compression. Ah, pardon, avec les problèmes de mémoire? De mémoire, de coût de la RAM. Ouais. Si c'est toi qui l'achètes, tu verras qu'il y a un problème. Je suis désolé, je suis vraiment pas, j'ai vraiment pas entendu. Le coût de la RAM a explosé. Oui, tout à fait, oui. Donc voilà, c'est... Ça tombe, ouais, effectivement, ça tombe bien. Et puis, si on fait le nombre des microservices fois le nombre d'environnements, si on arrive à économiser ne serait-ce que 10% sur un service, bah, tu fais ça fois le nombre de machin, ben là, la facture, la réduction du coût devient un sujet, oui. Et alors le deuxième point, c'était une question, c'est en fait, est-ce qu'il va rester assez de bytes dans le header pour d'autres fonctionnalités à venir? Alors ça c'est une très très bonne question parce qu'il y a une deuxième version pour le projet Lilliput, c'est le Lilliput 2, qui a pour objectif de réduire encore davantage la taille du marqueur de 8 octets à 4 octets. Et c'est une optimisation qui est vraiment prise au sérieux. Alors aujourd'hui, on n'a pas de version sur laquelle JDK cette optimisation va être shippée, mais c'est un vrai sujet et je pense que si... Ouais, ben, ils vont réduire encore... Ouais. L'identity hashcode. Ouais. Ouais. C'est ça. Alors... Tu veux que je t'explique? Ouais. Non, mais pour faire plus simple, les hashcodes vont être créés à la demande. Et donc, au lieu d'avoir 31 octets pour l'identity hashcode, on va avoir 2 octets qui vont représenter l'état de cette demande. Et l'identity hashcode, lui, va être stocké à la fin des instances data. Et, Pour le prochain GC. En fait, l'astuce, c'est si tu as besoin d'identity hashcode, alors tu tags le truc en disant au prochain coup de GC, j'agrandis la taille. Emma, il est là. Ouais. C'est tout bon? Top. Merci. C'est une réflexion que je me fais, Ouais. peut-être un peu interrogative. J'apprenais récemment que, habituellement, quand nous, développeurs, parlons de la mémoire, on pense à la mémoire comme une unité entière, mais qu'il semble que physiquement, c'est plutôt plusieurs unités séparées et que dans des systèmes multicorps, plusieurs CPU, on peut avoir différents CPU qui accèdent à différentes parties de la mémoire en même temps. Tout à fait. Et donc, je me demandais tout à l'heure en posant la question sur l'impact du padding et s'il y avait des scénarios où ce serait possible, c'est que je me demandais, est-ce que en forçant ce padding, ça ne pourrait pas éparpiller des données en mémoire et qu'on se retrouve avec des avantages de performance dans des systèmes où on parallélise des données? Puis je me demande si c'est des choses qu'on a mesurées ou qu'on pourrait mesurer. Ouais. Alors justement, si c'était la meilleure solution dans l'absolu, ça aurait été l'optimisation activée par défaut et qu'on ne peut pas désactiver. Mais justement, encore une fois, il faut trouver le bon équilibre pour ton contexte. Il n'existe pas de meilleure solution dans l'absolu, mais c'est toujours une meilleure solution pour un contexte bien précis. Donc, comme ce qu'a dit Antoine tout à l'heure, on ne devine pas la performance, on la mesure. Donc, active, utilise les tools qui sont shippés dans le JDK, essaie d'utiliser les profilers, essaie d'utiliser les JFR et essaie de voir, de mesurer est-ce qu'en termes de mémoire ou d'impact, est-ce que tu arrives à gagner ou à perdre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ben oui, sinon c'est pas drôle.
juste une petite. Oui. C'était pour savoir par rapport à, cet espace mémoire où vous stockez en Java. Je dis vous parce que je suis développeur C++, donc peut-être que la réponse est évidente pour vous. Est-ce que les classes que vous pouvez générer avec la réflexion, si c'est possible, font aussi partie des classes qui sont stockées dans ton espace, justement, où tu gardes tes pointeurs vers tes définitions de classe? Rémi? Donc, la question, c'est les classes générées, est-ce qu'elles sont stockées dans le même espace? La réponse est oui. L'endroit où on génère le plus de classes actuellement, c'est quand on utilise des lambdas. Quand on utilise une lambda, par défaut, il y a une classe qui va être générée automatiquement la première fois qu'on utilise. Et faut que je répète tout alors. Ouais, pour le la question, c'est les classes qui sont générées. Donc en Java, les classes générées, on en génère un tout petit peu quand on utilise des proxys, par exemple. Mais souvent, le nombre de classes est assez petit. L'endroit où on utilise le plus, c'est les lambdas. C'est là où il y a le plus de classes qui sont générées. Et ces classes-là, elles sont au même endroit que les classes utilisateurs. Il n'y a pas de différence entre les classes utilisateurs et les classes générées. Ça répond. Merci. Ça fait que c'est une piste potentielle sur... Merci, et ça répond à la question, j'avais pas pensé au lambda, mais ça fait que c'est une piste potentielle sur comment tu pourrais exploser le nombre de classes dans ton application. Si tu as beaucoup de lambda. Oui. Alors, oui, je te laisse. En fait, c'est très facile si toi tu écris le code de le faire. Oui. D'accord, mais personne va être aussi débile de faire ça. Je veux dire, c'est marrant de le faire, mais moi, la seule fois où je l'ai vu, c'était un bug Oui. plus qu'autre chose. Parce que normalement, tu es censé pouler tes classes d'une façon ou d'une autre. Parce que les classes en Java, elles sont grosses. Pense à un truc de classe, c'est entre 512 et 1 quart en mémoire. L'impact est assez gros. Donc en règle générale, les gens ils ont tendance à réutiliser un class loader ou ce genre de choses-là pour que justement les classes, on les recrée pas à chaque fois. Et pareil, la seule fois où j'ai dû faire ça, c'est parce que, en plus, c'est un article qui est super intéressant, sur lequel je suis tombé, c'était en 2023, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai mis ici. Ça explique exactement la structure du Metaspace, pour ceux qui aimeraient creuser le sujet davantage. Donc voilà, sur tout ce qui est l'architecture du Metaspace, qui n'est autre finalement qu'une liste chaînée de nodes. Donc là, ça explique la mémoire virtuelle, la mémoire comité, pas comité. Donc c'est un article que je recommande à toute personne qui aimerait creuser le sujet. Et donc justement, à l'époque, je pense j'ai utilisé la librairie ByteBody, je pense, pour créer à la volée justement des classes, pour saturer explicitement le Metaspace, mais dans un contexte d'entreprise, je pense que cela n'a que de peu de chances d'arriver. D'autres questions? Top. Alors, si c'est tout bon pour vous, donc j'imagine que vous êtes prêts pour le quiz. Donc, c'est un quiz, encore une fois, de 10 questions. Et je rappelle quand même la récompense, c'est le fameux livre OCP 21 écrit par Jeanne et Scott, je pense. Donc voilà, pour celles et ceux qui aimeraient préparer la certification Java 21. Voilà. Ça y est. Quand ça? J'ai vérifié la semaine dernière, c'est... D'accord, ok. Cette semaine alors. Parce que la semaine dernière, quand j'ai vérifié, il n'y avait pas. Ok, bon. Mais c'est intéressant. Voilà, donc je vous laisse quand même scanner le QR code. C'est beau ça? Ouais, tu l'as pas, ok, on verra ça après. Ouais, pareil. Moi, j'aime bien la musique aussi.
C'est bon pour tous? All good? Lionel? Ok, top. Bon, je vous propose donc de commencer le quiz. Oui, attends, vas-y, je t'en prie. Hiba, tu veux pas réessayer, Lionel? Tu laisses tomber? Huda, tu peux prendre s'il te plaît son téléphone, ça tu zoomes, ça tu me le passes. De quoi? Ben, ils peuvent, oui, ils peuvent. Par contre, s'il y a un gagnant sur Twitch, il va falloir qu'il nous donne ses coordonnées pour que je puisse... ouais. Mais évidemment, bien sûr qu'ils peuvent... C'est bon, on peut commencer? Sam, côté Twitch, c'est bon? Ok, top, nickel. Bon, ben on y va. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, la difficulté va monter crescendo. Donc, première question. Dans un système 32 bits, les adresses sont codées en 8 octets, enfin en 8 bits, 16 bits, 32 bits ou 64 bits. Dans un système 32 bits. Voilà, donc effectivement, dans un système 32 bits, ben, les adresses sont codées en 32 bits. Deuxième question. Alors là... Pour ceux qui n'ont jamais joué à Kahoot, Ouais. le temps de réponse est important. Tout à fait, oui. Donc il ne suffit pas de répondre, il faut le faire vite. Voilà. Deuxième question. En utilisant des adresses 32 bits, on peut adresser jusqu'à 4 kilos, 4 gigas, 4 mégas ou 4 téras. Carrément, il y a du 4 partout. Alors, tout à fait, ben on peut adresser jusqu'à 4 gigas avec une adresse 32 bits. Pourquoi? Parce que 2 à la puissance 32 égale à peu près à 4 gigas. Troisième question. Alors, le Metaspace a remplacé quelle mémoire en Java 8? Le hidden, la whole-gen, la stack ou le perl-gen? Voilà, effectivement, c'est le perl-gen. Je ne sais pas qui a voté la stack. C'est la perl-gen. Ok. Prochaine question. Bah, bravo Yann. Prochaine question. Quelle est la taille des compressed hoops? On parle ici de compressed hoop et non pas des plain hoop. Bah, effectivement, 4 octets. Bravo. Top. Yann toujours en tête. Prochaine question. Quelle est la taille du mark word dans une JVM 64 bits? Alors, oula, là c'est un petit peu mitigé. Alors, justement, la taille du mark word, c'est 8 octets. Peu importe
que la compression des headers soit activée ou pas. Java 27, ça a l'air de changer, mais pour le moment, c'est sur 8 octets. Prochaine question. Ah, Yann, il faut se rattraper. 6e question. Ah, ça c'est un puzzle, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, quel est le layout des objets normaux en Java? Ouais. Quelle est la structure des regular objects, des objets normaux en Java? Ça commence par quoi? Ça finit par quoi? Ouais, faut faire glisser les trucs, ouais. Ouais, Ah, je croyais que c'était intuitif. Voilà, faut les classer et submit, ouais. Ah mince. Alors, voilà, on est 14 personnes, ouais. Ben, effectivement, la structure, c'est mark word, class word, instance data et le padding. Et c'est faux, il y a aussi du padding entre le class word et le... Mais on part du principe que ça n'existe pas. Et en plus, j'y ai pensé, je dis est-ce que je l'introduis pas, mais bon. Ouais, mais là, vous avez compris, on parle du padding sur la ligne. Voilà, Yann, voilà, c'est toujours vrai. Ça va, rien n'est perdu. 7e question. Vrai ou faux? Use compressed class pointer est deprecated en Java 25. Alors, effectivement, la compression, enfin, la désactivation explicite des compressions des pointeurs a été désactivée, a été rendue deprecated dans Java 25 et elle va être retirée carrément sur les prochaines versions. Alors, Yann, rien n'est perdu, ouais. Toujours rattrapable. Donc, il reste encore 3 questions. Alors, quel flag JVM permet d'activer la compression des headers? Alors, effectivement, c'est le use compact object header. Ah, c'est à ça, hein, ça se joue à ça. Ça joue à ça. Et c'est qui race grise? C'est toi, Lionel. 9e question. Combien en mémoire une instance de cette classe consomme? Partons que la configuration, c'est la configuration par défaut de la JVM. Oui. Pas marqué la version de la JVM? La 25. Enfin. Avant j'avais 27. Peu importe, même avec la 17, je pense que le layout. Effectivement, 16 octets. Alors, aïe. Alors, dernière question. Une adresse encodée sur 22 bits avec 10 bits d'alignement peut adresser jusqu'à combien de mémoire? Alors, justement, c'est 4 gigas, puisque 2 à la puissance 22 fois 2 à la puissance 10, c'est 2 à la puissance 32. Donc, 4. Voilà. Voilà. Alors, découvrons le podium. BGD. Antoine
Et... Bah, bravo. Donc, race grise, donc je sais que c'est Lionel. Antoine? C'est Antoine. Et PGDE. PGD. Non. Eh ben, putain. Regarde ça. Voilà, on arrive à la fin de cette session. Je vous remercie encore pour votre temps et pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.